Bonsoir à vous qui refusez le silence des chiffres et exigez la transparence des actes. Bienvenue à l'analyse du Conseil des ministres par Inside News RDC. Nous nous réunissons aujourd'hui pour décortiquer la 77e réunion ordinaire du gouvernement, tenue ce vendredi 06 février 2026. Sous la présidence de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, agissant sur instruction du chef de l'État, l'exécutif a siégé à la Cité de l'Union africaine dans une atmosphère nationale chargée d'attentes et de périls. Le contexte de ce conseil s'inscrit dans une semaine de contrastes violents. D'un côté, l'espoir met des accords de partenariat économique stratégique signés aux Émirats arabes unis et les propos tenus le 5 février à Washington par le président américain Donald Trump, saluant le leadership de notre pays lors du National Prayer Breakfast. De l'autre, la réalité brutale du fond. L'usage inédit de drones kamikazes frappant le cœur de l'Akshopo, à Kisangani, alors que nos soldats des FARDC font preuve d'une bravoure exemplaire sur les hauts plateaux d'Ouvira et de Fizi. Notre mission ce soir demeure inchangée. Transformer le jargon administratif des comptes rendus officiels en instrument de compréhension pour nos concitoyens. Nous allons examiner si les promesses de désenclavement de la Mongala, les impératifs de discipline budgétaire pour le climat des affaires et les 2,8 milliards de dollars annoncés pour l'énergie à Kinsuka reposent sur des fondations solides ou sur du sable mouvant. L'ambition affichée rencontre-t-elle la réalité de nos moyens? Nous exigeons des réponses. Cette urgence de l'action gouvernementale doit désormais se mesurer à l'aune des réalités vécues dans nos provinces, là où la route s'arrête et où l'autorité de l'État se cherche encore. Commençons cette analyse ensemble. Le Conseil a débuté par le rapport de la mission d'itinérance effectuée du 1er au 3 février 2026 par la première ministre Judith Suminwa-Tuluka dans la province de la Mongala. Accompagnée d'élus nationaux originaires de la région, du commissaire général de la police et de responsables des infrastructures, elle a parcouru les territoires de Lissala, Bongandanga et Bumba pour évaluer les chantiers routiers et lancer des travaux de modernisation. La Mongala incarne historiquement l'oubli géographique. Marquée par des conflits interethniques récents qui ont fragilisé la cohésion sociale, cette province attend depuis des décennies que son potentiel cesse d'être théorique. Les promesses de réhabilitation de la route nationale numéro 6, RN6, ont traversé plusieurs législatures sans que le bitume ne remplace durablement la poussière ou la boue, laissant les populations de Bumba et de Lissala dans un isolement économique asphyxiant. L'enjeu de ce déplacement dépasse la simple gestion administrative. La Mongala constitue un pilier du couloir vert reliant le Kivu à Kinshasa. Avec ses puits de carbone et sa biodiversité, elle représente un levier financier majeur pour notre pays dans le cadre des crédits carbone. L'urgence est double: stabiliser une zone de tension ethnique par le développement et sécuriser une voie d'approvisionnement stratégique pour la capitale face aux perturbations des circuits commerciaux de l'Est. Le gouvernement mise sur le programme de développement local des 145 territoires, PDL 145, pour transformer la province. Toutefois, l'agence d'exécution PNUD admet à demi-mot des retards en s'engageant, lors de ce conseil, à augmenter le taux d'exécution global. Le compte-rendu omet de préciser le taux actuel, mais le besoin de suivi efficace demandé au ministre des Infrastructures suggère des blocages importants. Le financement de la RN6, axe transafricain reliant le sud du Bangui à la République centrafricaine, exige des ressources qui dépassent les allocations ordinaires de la province. Pour nos compatriotes de la Mongala, l'échec des infrastructures se traduit par des éboulements de terre et des érosions qui provoquent des déplacements de population. Sans la modernisation de la RN6, le coût des produits de première nécessité continuera de grimper à Bumba, tandis que les producteurs agricoles verront leurs récoltes pourrir sur place, faute de pouvoir atteindre les centres de consommation ou les ports fluviaux. Comment le gouvernement compte-t-il financer durablement la RN6 alors que les budgets passés pour les infrastructures
ont régulièrement souffert de faibles taux de décaissement effectifs. Les données budgétaires des années précédentes montrent que les annonces de grands travaux peinent souvent à se matérialiser au-delà de la pose de la première pierre. Par ailleurs, le PDL 145 parviendra-t-il à rattraper son retard sous la gestion du PNUD? Si l'agence doit désormais accélérer les travaux, c'est que le rythme actuel ne répond pas à l'urgence des citoyens qui voient leurs terres s'effondrer sous l'effet des intempéries. Le désenclavement physique de la Mongala est le test ultime de la gouvernance de proximité. Nous devons rester vigilants. L'itinérance ministérielle ne doit pas être un voyage de constatation, mais le point de départ d'une redevabilité chiffrée sur chaque kilomètre de route promis. La première ministre a réitéré les directives du 26 décembre 2025 concernant l'amélioration du climat des affaires comme axe transversal prioritaire pour 2026. Elle a instruit les ministres du Plan, du Budget et des Finances d'intégrer ces réformes dans les feuilles de route sectorielles, en insistant sur la cohérence, l'efficacité et la soutenabilité budgétaire des actions engagées. Depuis des années, notre pays occupe des positions peu enviables dans les classements internationaux sur la facilité de faire des affaires. Les réformes fiscales et administratives sont régulièrement annoncées, mais elles se heurtent à une bureaucratie lourde et à une insécurité juridique qui décourage les investisseurs. Le programme d'action 2024-2028 du gouvernement souminois a fait de ce secteur une priorité. Mais le passage du discours à l'acte administratif reste laborieux. L'insistance de la première ministre s'explique par la nécessité de mobiliser des investissements privés pour soutenir la croissance et consolider les recettes publiques. Dans un contexte de pression des partenaires internationaux et de besoin de financement pour l'effort de guerre, l'amélioration du climat des affaires n'est plus un choix, mais une condition de survie économique. Il s'agit de transformer chaque ministère en acteur de la réforme économique pour éviter que les efforts du plan ne soient annulés par des pratiques administratives contraires. La mise en œuvre repose sur les arbitrages budgétaires confiés au ministre d'État au plan et au vice-premier ministre au budget. La difficulté réside dans la capacité de ces ministères à imposer une discipline collective à des secteurs habitués à fonctionner en silo. La soutenabilité budgétaire mentionnée signifie que chaque réforme doit être financée sans creuser le déficit. Une équation complexe alors que les dépenses de sécurité absorbent une part prépondérante des ressources disponibles. Pour nos concitoyens, l'amélioration du climat des affaires signifie la création d'emplois formels et la stabilité des prix. Un environnement réglementaire sain permet aux petites et moyennes entreprises locales de se développer sans craindre des tracasseries fiscales arbitraires. C'est le levier qui permet de transformer le potentiel minier et agricole en richesse partagée pour notre pouvoir d'achat. Le gouvernement dispose-t-il des mécanismes de contrôle nécessaires pour s'assurer que les ministères dits réformateurs ne se contentent pas d'effets d'annonce pour satisfaire les bailleurs de fonds? La répétition des mêmes orientations depuis décembre 2025 laisse planer un doute sur la résistance interne au changement. Quelle est la garantie que les arbitrages budgétaires favoriseront réellement l'investissement productif plutôt que les dépenses de fonctionnement des institutions, dont le coût reste une source de frustration majeure pour notre peuple? La discipline collective et la redevabilité sont les nouveaux mots d'ordre de la primature. Nous observerons si ces principes s'appliquent avec la même rigueur au sommet de l'État qu'aux échelons subalternes de l'administration. Le Conseil a été informé d'une attaque aérienne par drone kamikaze visant l'aéroport international de Bangoka et des installations militaires à Kisangani. Le vice-premier ministre de la Défense a confirmé que tous les engins ont été détruits par les FARDC. Parallèlement, le gouvernement a acté la signature à Doha, au Qatar, des termes de référence avec le M23 pour le suivi du cessez-le-feu, ainsi que la prorogation de l'état de siège pour 15 jours dès le 16 février 2026. L'usage de drones kamikazes marque une escalade technologique majeure dans le conflit qui nous oppose à la coalition FDF-M23-AFC. Jusqu'ici concentrée dans le Nord Kivu,
les affrontements s'étendent désormais par des moyens asymétriques vers la Chopo, touchant des infrastructures névralgiques loin des lignes de front habituelles. Cette menace survient alors que l'état de siège, instauré depuis mai 2021, peine à éradiquer les groupes armés comme les ADF ou la milice Zahir en Ituri. L'attaque sur Kisangani vise à démontrer une capacité de nuisance en profondeur du territoire national pour semer la psychose et perturber la logistique militaire. Sur le plan diplomatique, la signature à Doha, sous supervision de la MONUSCO, tente d'institutionnaliser un cessez-le-feu fragile. L'enjeu est de maintenir une pression militaire au sol tout en explorant des voies de désescalade, malgré les provocations technologiques répétées de l'adversaire. L'enquête sur les débris des drones a déjà permis d'identifier le type d'engin, leur charge explosive et leur pays de fabrication présumé. Cette capacité de détection et d'interception par les FARDC témoigne d'une montée en puissance de notre système de défense antiaérienne. Toutefois, la protection de sites civils, comme l'aéroport de Bangoka, exige une vigilance constante et des moyens radars coûteux que notre budget doit désormais intégrer en urgence. Pour les habitants de Kisangani et des provinces de l'Est, cette menace signifie que la guerre n'est plus une réalité lointaine. La prorogation de l'état de siège, bien que nécessaire pour les opérations militaires, continue de restreindre certaines libertés civiles et de soumettre l'administration à un régime d'exception. La sécurité des biens et des personnes reste la priorité absolue pour permettre le retour des déplacés dans les hauts plateaux de Fizi et Uvira. La signature de protocole à Doha peut-elle réellement garantir la paix, alors que nos positions stratégiques sont simultanément visées par des drones sophistiqués? Les faits montrent une contradiction flagrante entre les engagements diplomatiques du M23 et les actions hostiles menées sur le terrain. Quelle est l'efficacité réelle de la énième prorogation de l'état de siège pour la protection des civils en Ituri, alors que la milice Zahir de Thomas Lubanga continue de semer la désolation dans le territoire de Djougou malgré la présence militaire? La défense de la patrie entre dans une ère de guerre technologique. Nous devons exiger que les moyens alloués à nos forces permettent non seulement de déjouer les attaques, mais de neutraliser définitivement les centres de commandement de ces agressions. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a brossé un tableau de l'état d'esprit de la population, marqué par un mélange d'espoir diplomatique et d'exigences de sécurité urbaine. Le soutien affiché par Donald Trump à Washington le 5 février est perçu comme un levier potentiel pour faire bouger les lignes régionales, tandis que les citoyens attendent avec impatience les retombées concrètes des accords signés aux Émirats arabes unis sur leur quotidien économique. Dans nos cités, l'opération Ndobo a été intensifiée pour répondre au fléau du banditisme urbain. Cette semaine, 404 présumés Kuluna ont été appréhendés à Kinshasa. Cette action musclée de la police nationale congolaise vise à restaurer l'autorité de l'État dans les quartiers où les braquages et les agressions empoisonnent la vie de nos familles. Le Conseil a pris acte de ces résultats tout en examinant des propositions stratégiques pour pérenniser la lutte contre cette criminalité. Cependant, nous devons nous interroger sur la durabilité de ces arrestations massives. Sans une réforme structurelle du système judiciaire pour garantir des condamnations fermes et une prise en charge sociale des jeunes désœuvrés, ces 404 individus risquent de retrouver la rue dans quelques mois. Les opérations de police sont des remèdes d'urgence, mais elles ne soignent pas la racine sociale du mal qui ronge nos communes. La situation sanitaire du pays, bien qu'en légère amélioration, exige une vigilance de chaque instant. Le ministre de la Santé a rapporté une baisse du nombre de cas suspects de MPOX, passant de 313 à 245 au cours de la 4e semaine de l'année. La riposte se concentre sur 18 zones de santé hotspots réparties dans 8 provinces, avec des campagnes de vaccination, une prise en charge médicale gratuite, de la décontamination systématique des établissements de soins et des ménages touchés. Concernant le choléra,
Une tendance à la baisse est également observée avec 1457 cas suspects contre 1688 la semaine précédente. Toutefois, 8 décès ont été enregistrés, portant la létalité à 0,5%. La ville de Kinshasa reste un point de vigilance critique, avec 189 cas suspects et un décès. Actuellement, 18 malades sont pris en charge dans les centres de traitement de la capitale, où les actions communautaires de désinfection se poursuivent pour briser la chaîne de transmission. Cette persistance du choléra dans la capitale souligne la fragilité de nos infrastructures d'assainissement et d'accès à l'eau potable. Chaque décès est une interpellation sur notre capacité à fournir les services de base. La baisse des chiffres ne doit pas masquer l'urgence de réformes structurelles dans l'hygiène publique pour éviter que ces épidémies ne deviennent des rendez-vous saisonniers inévitables. Le secteur de l'énergie a dominé une partie des discussions avec la présentation du projet de la centrale hydroélectrique de Kinshasa. Porté par le groupement Kinshasa Power, associant Great Lake Energy de l'entrepreneur Yves Kabongo et Congo Energy du groupe Forest, cet investissement de 2,8 milliards de dollars prévoit une production annuelle moyenne de 7450 gigawatts. Avec un délai de réalisation de 5 ans, ce projet ambitionne de combler le déficit énergétique structurel de Kinshasa et de soutenir la croissance industrielle nationale. Parallèlement, le ministre des Ressources hydrauliques a dévoilé une carte superposant les sites énergétiques et miniers du pays. Cet outil d'analyse spatiale est destiné à faciliter le dialogue avec les investisseurs et les producteurs indépendants d'énergie IPP. En montrant précisément où la demande minière rencontre le potentiel hydroélectrique, le gouvernement espère accélérer la signature de partenariats stratégiques pour le développement concomitant de ces deux secteurs vitaux. La réussite de ces ambitions énergétiques repose sur la synergie réelle entre le ministère des Mines et celui de l'Énergie. L'investissement de 2,8 milliards de dollars à Kinshasa représente un défi financier majeur. Nous nous interrogeons, comment garantir la protection de cet investissement et sa rentabilité alors que le cadre réglementaire du secteur de l'électricité attend encore des clarifications pour rassurer pleinement les investisseurs privés. Le Conseil a également adopté un projet de décret fixant l'organisation d'un organisme public chargé de l'émergence du cinéma congolais. Cette mesure vise à promouvoir la production de films locaux et à développer des infrastructures appropriées. L'objectif est de protéger notre patrimoine culturel et nos valeurs face aux influences extérieures, tout en offrant aux créateurs congolais une scène nationale et internationale plus structurée. Sur le plan administratif, les membres du gouvernement ont approuvé le relevé de décision de la réunion précédente du 30 janvier 2026. Cette validation de routine assure la continuité de l'action de l'État, tandis que la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri a été entérinée pour maintenir le cadre opérationnel nécessaire au FRDC. Ces décisions, bien que sectorielles ou de routine, participent à l'encadrement de notre vie nationale. La protection de notre identité culturelle par le cinéma est un enjeu de souveraineté mentale qui mérite autant d'attention que la sécurisation de nos frontières physiques. L'essentiel des décisions prises ce vendredi 06 février 2026 dessine un gouvernement qui tente de naviguer entre l'urgence des fronts et l'ambition des grands chantiers. De l'itinérance dans la Mongala à l'attaque de drones à Kisangani, en passant par les 2,8 milliards de dollars pour Kinshasa, l'exécutif souminois affiche une volonté de modernisation indéniable. Mais au-delà de chaque mesure individuelle, que retenir de cette session gouvernementale? La synthèse de ce conseil révèle une tension permanente entre la projection vers l'avenir et les contraintes immédiates. Le gouvernement mise sur la technologie pour la défense et sur des outils spatiaux pour l'énergie. Mais la soutenabilité budgétaire de ces projets reste la question centrale. Entre l'effort de guerre qui consomme nos ressources et les promesses de désenclavement provincial, le fossé se creuse souvent entre la signature d'un accord à Doha et la réalité des drones sur Bangoka.
L'impact global pour nos concitoyens dépendra de la capacité de l'État à transformer la discipline collective prônée par la primature en résultats palpables sur le prix du transport et la sécurité des foyers. Notre rôle en tant que citoyens est de maintenir cette exigence de redevabilité. Nous ne nous contenterons pas d'annonces de projets à l'horizon 2031. Nous exigeons des comptes sur l'exécution des budgets de 2026. Rendez-vous vendredi prochain pour décrypter ensemble les prochaines décisions du gouvernement. En attendant, je vous invite à consulter notre dossier spécial Inside News Review, intitulé « La RDC, le théâtre des grands projets », qui explore les mécanismes de financement et les risques d'exécution des infrastructures énergétiques que nous avons analysés ce soir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ici Julia pour Inside News RDC.